Sera-t-il maintenu, s'interrogent les Maliens. Quelle politique développe le gouvernement pour résoudre définitivement le problème d'électricité? Où en sommes-nous avec le projet de centrale solaire lancé par le président de la transition? Quid de l'accès à l'eau potable? Autant de questions que nous allons aborder avec le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diané. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, en plateau avec moi pour vous interroger, mon confrère Isiaka Tamboura du journal Le Soft. Bonsoir Isiaka. Bonsoir Khadija, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, tout d'abord, vous faisiez partie de la délégation du président de la transition lors de sa visite officielle en Russie. Vous avez signé un accord sur l'énergie nucléaire avec des partenaires russes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet accord? Je voudrais vraiment, au nom des plus hautes autorités, remercier encore les Maliens pour leur sagesse, leur résilience face à cette crise énergétique qui nous a profondément affectés. Ça a profondément affecté tous les secteurs économiques. Effectivement, le 23 juin dernier, je faisais partie de la délégation présidentielle. Le président était en visite officielle en Russie. Et lors de cette visite, nous avons effectivement procédé à la signature d'un accord de coopération avec la Fédération russe dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. C'était un accord majeur. Il s'agit pour le Mali de lancer les bases d'une industrie nucléaire. Ça, il faut le dire, parce que dans notre mix énergétique, l'énergie nucléaire fait partie. Mais la Russie est un grand pays en la matière, est un grand pays qui a des expertises avérées. Donc cet accord nous permet, avec la Russie, de mettre en place, de mettre en point l'infrastructure nucléaire malienne. Il s'agit aussi de volets d'apprentissage, de formation, de perfectionnement de nos scientifiques en la matière. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons déjà 2 étudiants qui sont sur place. Ils sont allés cette année. Et mon département aussi est en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour envoyer d'autres étudiants, peut-être l'année prochaine, je crois que c'est au nombre de 17. Donc ça c'est impréalable. Il nous faut d'abord former nous-mêmes la compétence locale. Donc les Russes vont nous aider à cela. Et non seulement ça, mais aussi à la réglementation. Donc parce que le nucléaire, il faut peut-être le démystifier ici. En son temps, on a juste penser à l'usage militaire qu'on fait du nucléaire, alors que le nucléaire a d'autres applications qui concernent plusieurs domaines. Je parle par exemple de la médecine, de l'agriculture. Et aujourd'hui, on se tourne vers ça. Et le Mali, à travers le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, a bien compris que dans notre mix énergétique, il faut réveiller ce volet qui est là. Il ne faut pas avoir peur, si c'est bien maîtrisé, pour l'accès durable à l'énergie, à une énergie fiable, solide, flexible, moins coûteux. Je crois qu'il faut aller vers ça. Donc c'est pourquoi nous étions en Russie pour signer cet accord qui est vraiment nécessaire pour nous aujourd'hui. Aussi, monsieur le ministre, tout récemment, vous étiez au Rwanda, où vous avez participé à la conférence africaine sur l'énergie nucléaire. De quoi s'agit-il concrètement? Dans la foulée de notre visite en Russie, je me suis rendu au Rwanda du 30 au 1er juillet pour participer au premier sommet, effectivement, sur l'énergie nucléaire aussi. Il s'agit plutôt de trouver les voies et moyens de financer cette énergie. Je vous rappelle que dans le temps, les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale a hésité à financer ce genre de projet, mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, la Banque mondiale accepte carrément de financer ce genre de projet. Donc, on s'est retrouvé au Rwanda avec les décideurs, les scientifiques, beaucoup de ministres aussi africains étaient présents, chacun pour aller vraiment voir, comprendre ce secteur énergétique qu'est l'énergie nucléaire. Il s'agit en réalité de petits réacteurs modulaires qui peut être déployé très rapidement dans les zones isolées par exemple. Et sa durabilité est reconnue parce que c'est au-delà peut-être de 50 ans, c'est flexible, c'est moins coûteux
et c'est vite déployé. Donc vraiment, ça a été un sommet bénéfique pour nous. Il s'agit vraiment maintenant de faire un suivi de ce sommet pour que le Mali puisse bénéficier encore de l'expérience des autres en la matière. Alors, Monsieur le ministre, l'ORTM a également réalisé un reportage sur les réalisations en matière d'eau et d'électricité, suivant le commentaire de Soumaïla Berté. Au ministère de l'Énergie et de l'Eau, le premier semestre 2025 en cours est marqué par des activités et non des moindres pour le département. D'abord, dans le secteur de l'énergie. Il faut dire que depuis la survenue de la crise énergétique, au niveau de ce département, aucune initiative n'est négligeable en vue d'une sortie rapide de la situation. Depuis le mois de Ramadan, il y a une amélioration dans la fourniture de l'électricité. Aussi, le projet présidentiel de l'énergie solaire sonne comme une alternative salvatrice par rapport à cette crise. En se rendant à Safo, sur l'un des sites devant abriter les futures centrales d'énergie solaire, le ministre Boubacar Diané, aux côtés de son collègue de l'urbanisme, voulait s'assurer de l'effectivité de la libération des lieux. À l'issue de la visite, il ressort que les 200 hectares octroyés à cet effet ne souffrent d'aucune charge à la date du 23 janvier 2025. Le ministre Diané a exprimé sa satisfaction quant au niveau de réalisation des 10 travaux effectués par le génie militaire. Aussi a-t-il lancé un appel à l'entreprise chinoise chargée d'exécuter les travaux d'installation de la centrale de Safo d'accélérer la cadence. Autre site visité par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, c'est celui du nouveau poste d'interconnexion de Kambila dans le cercle de Kati en chantier. Les travaux de ce chantier ont débuté en 2021 et devraient s'achever le 31 décembre 2024. Mais ce délai a été prorogé pour des raisons techniques jusqu'au 30 juin 2025. Exécuté à hauteur de 85% à la date du 11 janvier 2025, la réalisation de cette infrastructure va contribuer à réduire les déficits énergétiques sur la capitale et ses environs. Là, le ministre Diané s'est dit satisfait, mais pas à hauteur des souhaits. C'est pourquoi il a attiré l'attention de l'entreprise sur la nécessité de finaliser les travaux à date échue. Concernant le secteur de l'eau, le Mali a célébré le 22 mars 2025 la journée mondiale de l'eau, un événement célébré autour du thème « La protection des glaciers ». Bien que notre pays ne possède pas de glaciers, dira le ministre de l'Énergie et de l'Eau, la fonte accélérée observée au niveau mondial a une influence directe sur notre climat local. Toute chose qui provoque, selon lui, des perturbations dans la disponibilité et la gestion des ressources en eau. C'est pourquoi il a saisi l'occasion pour rappeler à la population la nécessité de préserver l'eau et l'abandon de certaines activités comme le dragage qui peuvent compromettre dangereusement l'avenir des générations futures. Alors, retour sur ce plateau. Monsieur le ministre, dites-nous, après 6 mois à la tête du département, pouvez-vous nous donner la situation actuelle des deux secteurs, l'énergie et l'eau? Le secteur de l'énergie et de l'eau, aujourd'hui, d'abord, je dirais que c'est deux denrées essentielles pour notre existence. Sans énergie, sans eau, le développement n'est pas possible. Donc ça veut dire que l'énergie est le secteur névralgique pour notre économie nationale. Et sans énergie, pas de production. Et sans production, ça veut dire que le taux de chômage va augmenter. C'est là évident. Donc la croissance démographique et le développement économique posent le problème de la fourniture d'énergie en quantité, mais est-ce que cela est le cas? Mais ce qui est sûr, face à cette problématique, le Mali a adopté en 2006 la politique énergétique nationale, qui doit orienter et coordonner les activités dans le secteur, mais qui a pour objectif global d'assurer un développement correct par le biais de la fourniture, l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, est-ce qu'à la lumière de cette politique, on peut dire que le secteur de l'énergie se porte mieux, tout comme l'eau d'ailleurs, l'accès à l'eau potable? Alors, si vous me demandez, je dirais qu'on peut mieux faire. Monsieur le ministre, avec la crise énergétique à laquelle fait face notre pays, est-ce qu'il y a des mesures urgentes qui ont été mises en place? Oui, effectivement. En novembre, quand nous venions à la tête du département, la crise était beaucoup plus aiguë que ça. Alors, il a fallu
On a fait d'abord le diagnostic, comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Et à partir de là maintenant, et sous les instructions du président de la transition, l'objectif immédiat, à court terme, était vraiment d'améliorer considérablement la desserte. Donc nous avons fait l'inventaire de notre parc de production pour voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc ainsi nous avons commencé d'abord à remettre en état les centrales qui sont à l'arrêt et ceux qui avaient besoin de combustible de les approvisionner. Et progressivement, nous avons amélioré avec cette mesure la desserte, ce qui était primordial d'abord, ce qui était nécessaire et c'est ce qui nous avait été demandé. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes au-delà de 6 heures, parce que quand nous venions, c'était environ de 6 heures, mais aujourd'hui nous sommes largement au-dessus de 6 heures de fourniture de courant. Monsieur le ministre, votre visite avec le Premier ministre à l'EDEM, peu avant le mois de Ramadan, vous avez promis de tenir pendant le mois de Ramadan et après. Et aujourd'hui, les Maliens ont envie de comprendre qu'est-ce qui a été concrètement fait pour que vous puissiez tenir pendant et après le mois de Ramadan. J'ai pratiquement fait le tour de toutes les centrales pour comprendre, voir d'abord le parc de production. Notre propre production nous permet d'améliorer. Donc on a vu, mais on a aussi anticipé sur la maintenance, l'entretien. Parce qu'il faut le dire, il y a des maintenances qui se font à des moments, il y a d'autres qui se font dans un court terme, mais on a anticipé sur tout ça. Et maintenant, on a trouvé le moyen de convaincre aussi les fournisseurs d'approvisionner IDEM en hydrocarbures, parce que c'est cela qu'il s'agit aussi. Et l'État aussi a joué sa partition pleinement. L'État a fortement contribué à cela aussi, parce que sans argent aussi, on ne pouvait pas exécuter. Donc on a amélioré déjà l'existant. Parce que si vous prenez, on a 19 ou quelques centrales qui ne fonctionnaient pas pratiquement. On a dit aussi qu'il faut réhabiliter aussi l'existant. Il faut réhabiliter ceux qui doivent, par exemple, Sotiba, il faut réhabiliter Sotiba, il faut étendre Sotiba. Sotiba, on a 2 projets, le Sotiba 1 et Sotiba 2. L'autre, il faut déjà, l'extension est prévue, et l'autre, c'est la réhabilitation. Au niveau de Sélégué également, il faut réhabiliter aussi Sélégué. Là-bas, il y a 4 groupes, et 3 groupes fonctionnent. Donc voilà ce qu'on a fait. On a amélioré l'existant, et on essaie de réhabiliter encore les barrages pour vraiment améliorer davantage la desserte. Voilà, Monsieur le ministre, des efforts ont été enregistrés. Vous l'avez dit, on était à 6 heures d'électricité. Maintenant, on est au-delà de 6 heures. Est-ce qu'on peut espérer une continuité? Si oui, quelles sont les solutions que vous avez aujourd'hui? Bien sûr, on peut espérer continuer. Cela est normal et cela doit être fait. Des efforts sont en cours pour rétablir complètement, mais cela prendra du temps parce que les réformes se feront dans le temps. Parce qu'il y aura des réformes à court, moyen et long terme. Bon, immédiatement, ça c'était des mesures urgentes qu'il fallait pour que, au moins, le mois de Ramadan se passe dans de meilleures conditions, ce qui a été fait. Maintenant, la période de pic est là, il faut assurer aussi. Donc, Dieu merci, jusque-là encore, on tient bon. Mais on ne peut pas se contenter de cela. Il faut vraiment aller au-delà. Il faut avoir une fourniture 24 heures sur 24. Bon, on ne le promet pas demain ou après-demain, mais c'est ça l'objectif. On ne peut pas se contenter seulement de quelques heures de courant. Mais les efforts sont en cours, les centrales solaires qui arrivent, donc tout cela va améliorer. Il y a la construction des lignes, de dédoulement de la ligne Manantani-Bamako, qui doit arriver aussi. Il y a la boucle nord et boucle sud autour de Bamako qui doit être achevée. Il y a l'interconnexion avec la Guinée. Il y a les hydrobarrages, les petits barrages au niveau de Djéné et de Talo. Donc, bref, il y a assez de projets dans le pipe. Si on mettait bout à bout tout cela, ben on aurait les 24 heures sur 24. Mais on ne peut pas le dire que ce sera demain, mais ce qui est sûr, c'est ça l'objectif. On va dire qu'au-delà des mesures d'urgence, il y a des mesures durables aussi que vous envisagez ou que vous avez déjà mises en place. Effectivement, il faut faire un maillage pour que la ligne puisse vraiment aller partout, parce qu'aujourd'hui, on a des centres isolés qui fonctionnent de manière hybride avec des groupes et des solaires. Bon, c'est parfois aléatoire, mais ce n'est pas l'idéal. Donc ça, il faut reconnaître qu'il faut
massivement investir pour que jamais on puisse reconnaître ce genre de situation. Cette crise énergétique vraiment doit être un mauvais souvenir pour nous, on ne doit plus passer à ça, mais cela se fera avec des investissements dans le domaine. Il faut assurer le transport, la distribution, maintenir le réseau, renouveler le réseau, étendre le réseau, tout cela, mais ça c'est dans le temps. Ça se fera dans le temps, ça c'est des investissements à long terme. D'accord. Monsieur le ministre, à la veille du mois de Ramadan passé, il a été institué un fonds de soutien aux infrastructures de base et au développement social. Quel est l'apport de ce fonds pour apporter des réponses à la crise énergétique? Oui, effectivement, à un certain moment, le gouvernement était obligé de prendre une ordonnance dans ce sens pour soutenir effectivement les projets d'infrastructures de base et de développement social. C'est au tout début du mois de Ramadan que cette ordonnance a été prise. Mais il s'est trouvé déjà qu'on avait déjà élaboré le plan unique pour EDM, qui a été validé. Il fallait d'abord que les sociétés de téléphonie puissent s'adapter au prélèvement, parce que leurs instruments, il fallait les paramétrer pour qu'ils puissent faire les prélèvements au nom de l'État. Et c'est là encore on va revenir pour remercier les Maliens qui ont accepté aussi ce sacrifice, aider le pays à un moment où le pays en a le plus besoin. Mais sauf que les compagnies nous avaient demandé à peu près 2 semaines pour paramétrer les instruments et faire le prélèvement. Alors, on était déjà le 28 février, mais c'est trouvé déjà que nous on avait déjà élaboré le plan qui avait été accepté, et comme je l'ai dit, avec le concours du ministère des Finances aussi, donc on avait déjà trouvé, EDM a toujours sa subvention, mais il fallait en ajouter pour vraiment assurer l'exécution correcte de ce plan. Donc, c'est 2 semaines plus tard que le fonds a été abondé, donc il s'est trouvé déjà que nous étions largement en avant, on a pris le trou par le corps. Ce fonds n'est pas uniquement destiné au secteur de l'énergie, c'est ce que les gens peut-être avaient pensé. Non, c'est comme son nom l'indique, c'est un fonds soutien au projet d'infrastructure de développement. Donc ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ce fonds. Bon, peut-être que moi, mon département avait le plus besoin. Monsieur le ministre, vous avez abordé la question des centrales solaires dont les premières pierres ont été posées par le président de la transition. De manière concrète, où en sommes-nous avec ces centrales solaires en construction, monsieur le ministre? Les projets sont en cours. Par exemple, si on prend SAFO, on a fait la réception très récemment des panneaux qui sont au niveau de Dakar. Et j'ai envoyé une équipe la semaine passée aussi en Chine pour faire la réception en usine des ondulaires. Donc vous voyez, les matériels sont déjà en cours de route. Au niveau du site, les travaux de génie civil aussi avancent à hauteur de soin. Pour Sanakoroba également, les gens pensent que dès qu'on pose les premiers panneaux aujourd'hui, demain on a... Non, mais pour fabriquer des panneaux pour 200 MW, ce n'est pas stocké dans un magasin. Et pour le faire aussi, ça prend du temps. Vous voyez, donc c'est pas chose aisée parfois. On aurait voulu que ça soit, mais il y a des contraintes, hein, il y a des contraintes, il y a des procédures, donc ça nécessite parfois des allers-retours. Sinon, du côté des autorisations, des déclarations, de tout ce qui est documentation, tout cela ont été signés. Seulement, il y a des caractéristiques du panneau qu'on doit aller vérifier. Est-ce que c'est conforme au cahier des charges, est-ce que c'est conforme aux normes? Sinon, le projet avance. Donc il n'y a plus de problème de site, il n'y a plus de polémique autour d'un quelconque site par rapport à ces centrales? Non, il n'y en a plus. Sur les 3 sites, il n'y a aucune charge. Alors, monsieur le ministre, intéressons-nous à présent au volet eau potable. Parlez-nous de l'accès des populations à l'eau potable aujourd'hui au Mali. D'ailleurs, c'est un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution du 23 juin 2024, l'accès à l'eau potable. On a reçu suffisamment de plaintes par rapport à la desserte aussi de l'eau. Mais ça aussi, il faut reconnaître que le réseau est vétus. Il y a l'extension des réseaux aussi au niveau de la SOMAGEP qu'il faut. Mais des projets aussi sont en cours. Déjà, on va citer les œuvres sociales du président de la transition qui a offert plus de 400 et quelques fourrages.
Et ensuite, le Mali a signé un projet de plus de 60 milliards avec la Banque mondiale, c'était au mois de février. C'est dans le cadre de Pazema, qui va concerner à peu près 6 localités. Il y a Djouila, San, Mahina, Baflabé, Sivar et même Bamako. Et justement, dans le cadre de ce projet, il y a la réalisation de 2 stations de traitement d'eau à Bamako et à Kaï. À Kaï, j'étais là-bas le 21 juin passé pour lancer les travaux de construction de ces stations de traitement d'eau. Et le tout cumulé fait, je crois, 76 000 mètres cubes par jour. Et au-delà de ça, il y aura des raccordements sociaux. Donc le secteur ne se porte pas à hauteur de ciel aussi, on va le dire. Mais des efforts sont en train d'être faits pour vraiment améliorer là-bas aussi la desserte. On a constaté que au niveau de la rive droite, il y avait un problème d'approvisionnement. Donc nous étions interpellés par rapport à ça. Nous avons effectué une visite pour voir toutes les structures de la station compacte de Kabala, passant par le réservoir de Bakodjikoroni jusqu'à la station de reprise de Faladje. Nous avons fait le circuit, et même à Sotiba aussi, nous avons fait le circuit pour vraiment comprendre ce qui se passait. Alors, en réalité, la difficulté aussi là-bas, c'est lié à l'électricité. Parfois, la Somagep peut faire plus de 17 heures sur le groupe. Au niveau de Bamako, ici, nous sommes en train de construire une nouvelle station de traitement, tout comme à Kaï aussi. Donc, cela va améliorer aussi considérablement la desserte au niveau de l'eau. Et il y a l'extension des réseaux aussi qui est en cours. Donc je crois que si ce projet arrive à terme, il y aura une amélioration nette de l'accès à l'eau potable. L'avis des Maliens sur l'accès à l'eau potable et à la distribution de l'électricité, c'est tout de suite et maintenant avec l'ANCD. Kurangun ya sisan amélioration dɔɔni b'a la mais o bɛɛ n'a a fɛnw bɛ ɲɔgɔn na parce que ni jamana bɛ lahala dɔ la fɛn dɔw bɛ majɛ bɛ sɔrɔ fɛn dɔw la ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna u k'u jilaja ko kurangun mɔgɔ caman de dayirimɛ b'a la mɔgɔ caman dayirimɛ b'a la u k'u jilaja ka effort kɛ kosɛbɛ u ye effort min kɛ yarabi u kɛ dɔ fara effort kan ka se ka kurangun améliorer halisa an bɛ min f'u ɲɛna u k'u jija k'u cɛsiri mais an kɔni bɛ u bɛ dɔ la dɛ u bɛ dɔ la halisa u k'u cɛsiri pour que kurangun jiko u bɛ se ka nɔgɔya an fɛ yan cogo min na ka tɛmɛ nin kan salon ta ani ɲinan ta u tɛ kelen ye. an minnu bɛ baara kɛ kuran na bon ni kuran nana tile fɛ an bɛ se ka fɔ ni kuran mana tile fɛ. Aranzɛli plateau commune 1 n'u b'a wele ko Niweribugu an musow ka welewele da ye min ye o ye jiko ye hali kuma dɔ ni i janaja b'anw ka yɔrɔ la yan ka ji sɔrɔ pour que ka tobili ani fɛnw kɛ a ka gɛlɛ kosɛbɛ an b'a ɲini ministre fɛ n'a sera ka ji d'aw ma an ka adamadenya bɛ diya kosɛbɛ. An b'a ɲini ji ko ministre fɛ a ka ɲaw ma ala kama kira kama a kana worobinɛ dɔ bila an ka yɔrɔ la n'o tɛ an tɔɔrɔ la dɛ. Ne bɛ fɛ ka welemada min kɛ jiko ani kuranko ministre vraiment a k'a janto an ka jiko la u ye min fɔ kuranko la alhamdulilayi bi an b'a la fo k'ala barikada mais hali bi jiko in an b'o de la dɛ n'o sera k'an dɛmɛ o la o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Alors, Monsieur le ministre, nous constatons malheureusement une dégradation de la qualité des eaux du fleuve Niger et des autres cours d'eau au Mali. Quelles sont les dispositions prises au niveau de votre département pour faire face à ce phénomène? La dégradation des eaux, de nos eaux est une évidence. Mais ce qu'il faut comprendre, la pollution se fait en amont. C'est-à-dire qu'il y a des activités d'orpaillage illégales qui se font sur le lit du fleuve, très en amont. Cette activité-là qui pollue nos eaux, nos cours d'eau. Mais ce que je veux faire comprendre aux populations, et ce n'est pas visiblement lorsqu'on voit l'eau qui est changée de couleur, ce n'est pas cette eau qui est bue. Seulement, quand c'est à cet état, la Somagep est obligée d'utiliser beaucoup d'intrants pour décanter l'eau.
Mais sinon, je veux rassurer nos concitoyens que l'eau qui est envoyée dans les robinets est une eau traitée, testée. Nous avons des laboratoires au sein de ces stations. C'est des laboratoires de pointe qui utilisent des technologies de pointe, qui respectent les normes. Monsieur le ministre, il y a les œuvres sociales du président de la transition qui interviennent dans plusieurs domaines, y compris le vôtre. En quoi ces œuvres sociales vous font un coup de pouce dans votre secteur? Il a équipé plus d'une dizaine d'hôpitaux, des centres de santé, l'hôpital de Kati, le CHU de Kati et Gabriel Touré aussi. Je crois qu'ils sont à 1 MW. Donc ça veut dire que vraiment leur besoin énergétique est largement couvert par ces panneaux solaires. Donc cela nous soulage. Nous sommes très heureux que le président puisse intervenir aussi généreusement dans notre secteur. Alors, pour conclure cet entretien, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un message et surtout un appel à lancer à la population malienne sur la dégradation de nos cours d'eau? Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés. J'ai pu assurer les uns et les autres que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, nous allons juguler cette crise. Nous leur demandons seulement un peu de patience. Je voudrais appeler au sens civique et citoyen et patriotique de tout le monde pour comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut régler tout cela à la fois. Mais ce qui est sûr, la volonté politique est là. Maintenant, pour les cours d'eau, nous devons préserver nos cours d'eau. Cela passe par la sensibilisation. Tout le monde qui est interpellé, les acteurs, les professionnels, la collectivité, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Tout à fait, Monsieur le ministre. Sans eau, pas de vie et sans électricité, pas de développement. Les autorités de la transition s'y attellent pour le bonheur de tous les Maliens. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Siaka Tambora. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, depuis chez vous. Et à très vite sur ORTM1. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité et nous faisons un gros plan ce soir sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le projet de cette charte a été remis ce mardi 22 juillet 2025 au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui en est l'initiateur. D'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre par charte pour la paix et la réconciliation nationale? Est-ce un accord ou un contrat social? La charte, elle est à la fois un accord entre Maliens, un contrat social entre Maliens. Elle est aussi un document qui va régler l'ensemble des actions, initiatives qui concourent à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale et au vivre ensemble. Qui peut consulter la charte et qui doit la mettre en œuvre? C'est un document pour le peuple malien. Le peuple malien parce que ça a été l'initiative du chef de l'État. Les acteurs de mise en œuvre, nous avons l'État et nous avons les collectivités territoriales, les autorités et légitimités traditionnelles, les confessions religieuses. Les fêtières ont été consultés. Il y a eu des discussions en face à face avec les membres de la commission et les gens aussi nous ont envoyé des contributions écrites. Un site internet a même été créé pour donner la possibilité aux personnes de contribuer. À travers le site internet, on a reçu plus de 3700 contributions individuelles.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Hors Thème 1 dans votre émission Performance en ce vendredi 25 juillet 2025. Au sommaire, coup d'envoi ce samedi à Abidjan en Côte d'Ivoire de l'Afro-Basket féminin 2025. Les Aigles sont dans le groupe B avec le Cameroun et le Soudan du Sud. L'Afro-Basket masculin Angola 2025 démarre lui le 12 août et s'achève le 24 de ce même mois. Le Mali est dans le groupe D avec des adversaires coriaces. Mini tournoi de badminton, le centre sportif des enfants, gardes et sympathisants se mettent en action pour rassembler les équipes en dames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Les feux d'artifice de l'Afro-Basket féminin Côte d'Ivoire 2025 seront lancés ce samedi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les 12 meilleures nations de basket réparties en 3 poules de 4 seront du rendez-vous en terre ivoirienne. Les Aigles dames sont dans le groupe B avec le Cameroun et le Soudan du Sud. Revoyons la dernière danse effectuée par les Aigles avant le grand départ sur Abidjan avec nos envoyés spéciaux Koji Sibi et Aboubakar Traoré. Faire au moins mieux que la 3e place au Rwanda il y a 2 ans, c'est avec cet objectif que les Aigles dames se déplacent pour l'Afro-Basket féminin Abidjan 2025. Des motifs de confiance existent pour relever le défi. D'abord, l'équipe sera conduite par un staff étoffé. 4 connaisseurs du ballon orange composent cet engagement technique avec Oumarou Sidia, coach principal, assisté de l'ancienne capitaine Amchetou Maïga, Kaba Kanté et l'Espagnol Joachim Brugiela. Mieux, le staff a battu le rappel des meilleures joueuses possibles. Les meilleures maliennes possibles pour cette sélection sont avec nous, heureusement, cette fois-ci. Elles sont certes jeunes pour la plupart, mais quand même elles ont des grosses expériences, comme Maïmouna Haidara par exemple, qui a commencé depuis 2019 avec les seniors. Et toute sa génération I16, I18, donc voilà, donc on a fait l'amalgame entre 2 à 3 générations. On a un bon groupe. La préparation qui a débuté depuis le 15 juin dernier s'est faite avec des moyens de bord. Elle était jusque-là axée sur des entraînements intenses avec l'élaboration des plans de jeu. Bien que modeste, cette première étape est bien appréciée, aussi bien par les joueuses que par l'encadrement technique. Et l'on s'est dit prêt pour la bataille. Notre préparation, ça a été intensive, sérieuse et solidaire. On sait ce qui nous attend. Chaque jour, on travaille pour être prêt sur tous les plans. Les sentiments qui nous animent, premièrement l'armée Mali, parce qu'eux ils se battent tout le temps pour le Mali, et aussi les Maliens, les supporters, tous ceux qui nous regardent. Tous ces gens, ça sont nos motivations pour aller en Côte d'Ivoire et gagner la coupe. Par rapport à Kigali, 7 joueuses sont de retour dans l'effectif. Un effectif jeune dont les éléments ont une certaine expérience pour avoir commencé très tôt depuis la catégorie cadette et junior où la plupart a joué ensemble. À part 3 joueuses locales, les autres évoluent dans des championnats en Afrique, en Europe, au niveau universitaire, post-universitaire et en WNBA aux États-Unis. Cette connaissance les unes des autres est sans doute un atout considérable. La force de cette équipe, c'est comme quoi on a tous grandi ici. On a tous joué cadet, junior jusqu'au senior. On a la motivation pour jouer. On se connaît depuis à bas âge et on est tous ici pour le commun goal. Les adversaires de poule ont du talent, mais sont bien à la portée des Aigles. Le Cameroun déjà connu d'un autre et le Soudan du Sud, une jeune équipe qui reviendra avec des ambitions. Je crois qu'on a un groupe très élevé avec le Cameroun, qui est une grande nation de basketball en Afrique, une nation montante. Le Sud-Soudan qui vient d'arriver, mais qui a beaucoup d'expérience parce que l'essentiel de son effectif est constitué d'expatriés formés ailleurs. Donc, elles ont une